Yamaha affirme que sa mission d'entreprise, c'est d'être une entreprise dite kando. En japonais, ça veut dire susciter l'émotion. Quand pendant plus de 70 ans, Yamaha fait des instruments de musique, pour parler au sens, à l'émotion des gens, et qu'ils se mettent un jour à faire de la moto, ils ne changent pas leur ADN. À un moment, tu essayes de retrouver ça. Traditionnellement, les postes clés des entreprises japonaises sont impossibles à occuper pour un étranger. Mais pour Yamaha, les choses sont différentes. Depuis 2016, Eric de Seine occupe le poste de directeur général de Yamaha Motor Corporation, un nom japonais qui fait partie des personnes les plus influentes d'un groupe japonais. Une exception dans un pays où les entreprises sont extrêmement nationalistes. J'ai eu la chance qu'à 3 ans, sur le réservoir de la moto de papa, le compteur, le bruit, le vent, dans ses bras, parce que j'étais sur le réservoir, j'ai trouvé ça top, quoi. Et ce qui était plutôt sympa, c'est que c'était pas une passion masculine. Ma mère suivait. Mes parents, je les voyais tous les ans partir 3 semaines avec oncle truc, avec tante machin, et ça partait à moto, et on attendait 3 semaines qu'ils rentrent, quoi. Si aujourd'hui, Yamaha est le seul constructeur de motos japonais à avoir intégré si profondément un étranger, ce n'est peut-être pas un hasard. Car le constructeur est né il y a plus d'1 siècle dans la ville japonaise la plus ouverte au reste du monde, Nagasaki. Un immense port naturel qui depuis 600 ans matérialise la porte d'entrée au Japon pour le monde extérieur. Cette position en fait la seule ville du pays où il est possible d'entrer en contact avec la culture occidentale pendant des siècles. C'est ici que Torakusu Yamaha naît en 1851. Très vite fasciné par la science et les technologies occidentales qui accostent dans sa ville de naissance, il étudie les mécanismes de l'horlogerie et des instruments médicaux. C'est pendant un séjour professionnel dans la ville d'Hamamatsu qu'une école primaire lui confie la réparation d'un orgue défectueux de marque et de conception étrangère. Réparation de l'instrument faite, il l'étudie de plus près. Monsieur Yamaha était issu d'une famille d'entrepreneurs qui faisaient du matériel médical. Donc, ils étaient très bons dans tout ce qui était outils en métal et de précision, chirurgicaux. Et le monsieur Yamaha est passionné de musique. Et il se dit, mais finalement, il y a des instruments occidentaux qu'on n'a jamais pu importer. Il s'est mis en tête de faire le meilleur orgue possible, reconnu au Japon. Pour y parvenir, et parce qu'il est naturellement ouvert à la culture occidentale depuis son enfance, Torakusu Yamaha s'inspire de l'orgue étranger. Pour faire évaluer son premier instrument par le département de musique de Tokyo, il entame un trek à travers les montagnes de Hakone, emportant par-dessus l'épaule cet instrument imposant. Une aventure épique, immortalisée par une gravure. Il finit par remporter à sa 2e tentative le premier prix du Salon de Tokyo et il bascule pour cette activité de musique. Et l'entreprise s'appelle Nippon Gaki. Nippon Gaki voulant dire Nippon, japonais, Gaki, instrument de musique. Et donc la société s'appelle Instrument de musique japonais. Bon, assez clair. Nippon Gaki est fondé à Hamamatsu en 1887. Son symbole, un phénix qui tient un diapason dans son bec. En 1916, Torakusu, le fondateur, décédera d'une maladie à l'âge de 64 ans. Mais l'entreprise est déjà lancée à grande vitesse. En 1939, Nippon Gaki emploie plus de 2000 personnes, produit 4000 pianos, 20 000 orgues et presque 3 millions d'harmonicas. Mais la Deuxième Guerre mondiale, elle, va avoir de grandes conséquences.
Nippon Gaki est nationalisé et ses employés réquisitionnés pour fabriquer du matériel pour l'aviation japonaise. Entre autres les hélices d'avion en bois, parce que le travail de ce matériau est aussi très maîtrisé par le fabricant d'instruments de musique. En août 1945, l'armée américaine utilise l'arme nucléaire sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, la ville qui a vu naître Yamaha. Mais l'entreprise est très loin de disparaître. Genichi Kawakami est le 4e président de Nippon Gaki. Mis en place en 1950, ce gestionnaire hors pair redresse l'entreprise, améliore l'efficacité et la productivité des lignes de production. Sous sa direction, Nippon Gaki devient le premier fabricant de pianos au monde en termes de volume. Mais il a une conviction profonde, c'est que la musique, c'est pas un produit de masse. En réalité, c'est un produit exclusif destiné à une population éduquée et qui a les moyens. Du coup, pour développer son business, il cherche des inspirations. Après la guerre, les États-Unis étaient une grande source d'inspiration pour tous les industriels japonais. Alors, Kawakami part pour 3 mois aux USA en espérant trouver le produit. Sur place, il est frappé par ce qu'il appellera plus tard le plaisir de vivre. C'est une sorte de recherche permanente de plaisir, de confort, un matérialisme assumé et omniprésent dans la culture américaine. Et ça, c'est un vrai carburant pour la société de consommation. Genichi Kawakami en est persuadé. Ce qui se passe aux États-Unis finira par arriver au Japon dans 5 ans ou peut-être 10. Après la guerre, ce qui est certain, c'est que les Japonais voudront aussi du plaisir de vivre. Du coup, Kawakami se lance dans un produit qu'il a vu circuler en masse aux USA, les motos. Une idée très ambitieuse, parce que le Japon compte dans les années 50 près de 200 fabricants de motos. Mais Genichi Kawakami est persuadé qu'il y a une place à prendre. Et ce, pour une bonne raison, la quasi-totalité des constructeurs, y compris encore Honda qui s'est lancé sur ce marché à la fin des années 1940, sont de petites structures artisanales. Les Japonais ont une culture moto, ils ont des constructeurs de motos, ils ont des modèles de motos, mais ils savent globalement qu'ils ne sont pas très bons, qu'ils ne correspondent pas vraiment au marché qu'ils veulent investir. Et puis, il y a des techniques qu'il faut qu'ils acquièrent. En 1953, les ingénieurs de Nippon Gaki étudient la conception européenne de motos largement en avance sur celle du Japon. Ils focalisent leur attention sur une moto allemande, la DKW RT 125. Une machine très largement copiée par le monde entier après la guerre, puisque les plans de conception étaient tombés dans le domaine public au titre des dommages de guerre. Historiquement, tout le monde connaît la saga des grands sabres japonais, mais à la base, les forgerons japonais ont appris leur technique de forgerons coréens. Donc dans la culture japonaise, il n'y a aucune honte, aucun souci à se dire si ce qu'ils font est mieux que nous, on apprend à faire aussi bien qu'eux, puis après nous, on améliore et on fera mieux qu'eux. Terminée en 8 mois, l'YA1 est la première moto de l'entreprise Nippon Gaki. Son moteur est un monocylindre 2 temps refroidi par air de 5,5 chevaux. Il possède une boîte de vitesse à 4 rapports, contre 3 pour l'Est allemande. Elle peut démarrer en prise et passer au point mort, à partir de n'importe quelle vitesse, en enclenchant la moitié d'un rapport. Toutes les marques l'ont copié, mais on peut dire que c'est Yamaha qui l'a copié le mieux. Ils ont rajouté une 4e vitesse, ils ont fait ce que savent le mieux faire les Japonais, c'est-à-dire améliorer. À cette époque, toutes les motos sont noires et massives, contrairement à la YA1 et son coloris flashy et osé. Son design était essentiel pour se distinguer et soigner quelques complexes. Yamaha est une marque de la campagne, d'Iwata à côté d'Hamamatsu. Donc il y a toujours un petit complexe qu'ils ont essayé de compenser dès le départ, dès leur premier modèle, en prenant un designer de Tokyo. Ils ont demandé à JK Design, qui était déjà une grande boîte de design, qui s'est fait connaître entre autres en dessinant les premiers Shinkansen, les flacons de sauce soja très connus. Donc ils ont dessiné la première Yamaha, ce qui lui a donné sa personnalité. Les 5 premiers mois de sa commercialisation sont un échec pour 2 raisons.
La première est un tarif exorbitant de 138 000 yens, 14 fois le salaire mensuel moyen d'un travailleur diplômé. La deuxième raison est gravée dessus, fabriqué par Nippon Gaki, qui reste dans l'esprit des gens un fabricant de pianos. Pour régler ce deuxième problème, Kawakami sépare la branche moto du reste du groupe et crée Yamaha Motor Corporation le 1er juillet 1955. Et seulement 9 jours plus tard, il engage plusieurs YK1 sur une course, celle du mont Fuji. C'est le premier pas de Yamaha dans ce qui va rester gravé au plus profond de la marque et l'animer jusqu'à aujourd'hui, la compétition. Yamaha crée 1er juillet 1955, ils sortent une moto, le 10 juillet ils font la première course. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas triché dès le début, ils ont dit il faut qu'on aille taper les autres et qu'on montre qu'on est capable de les affronter. Cette course est exclusivement réservée aux constructeurs japonais et elle a la réputation d'être extrêmement difficile. D'abord, il y a le terrain. On est juste à côté du volcan Fuji. Du coup, c'est recouvert de cendres partout. Il fait froid, il pleut, il y a du vent et les spectateurs viennent en masse pour voir les meilleurs constructeurs japonais s'affronter sur cette épreuve. Résultat, les 3 premières machines sont des Yamaha. 4 mois plus tard, course tout aussi mythique, celle du mont Asama, qui se passe dans les mêmes conditions horribles. Et là, le constructeur fait encore mieux avec 4 Yamaha aux 4 premières places. Ça, c'était une vraie démonstration de force parce que d'un coup, le meilleur constructeur auprès des Japonais, c'était Yamaha. Et du premier coup, avec leur première moto. En 3 ans, la YK1 est passée d'une poignée de ventes à un best-seller japonais avec plus de 11 000 motos vendues. Plus personne ne voyait une copie de plus d'une moto européenne sur le marché, mais une vraie moto performante et une marque forte. 1 an après les premiers succès de la YK1, Yamaha fabrique sa première moto bicylindre de 250 cm3. Encore une fois, le constructeur japonais va s'inspirer d'une moto allemande, la Adler MB 250. L'YD1 affiche une cylindrée de 247,3 cm3 et développe 14,5 chevaux. Cette moto sportive va coller aux ambitions de Genichi Kawakami. Après avoir prouvé que Yamaha pouvait gagner des courses au Japon, il vise le monde. L'usine Yamaha prépare le plus long voyage jamais réalisé par ces motos. 5 machines sont mises en caisse à Hamamatsu et vont traverser l'océan Pacifique pour rejoindre les États-Unis, direction Los Angeles, puis cap sur l'île de Santa Catalina, située au large du continent américain. Kawakami engage ses Yamaha au Catalina GP, une course sur terre et asphalte internationale très réputée dans le monde. C'est la première fois qu'on voit des motos Yamaha en dehors du Japon. Parmi les 5 machines, l'une d'elles est pilotée par un Japonais, Fumio Ito. Les 4 autres sont confiées à des Américains. Fumio Ito passe de la dernière à la 6e place. Il termine meilleur pilote Yamaha. Le constructeur participe ensuite à une course sur piste d'un demi-mile à Los Angeles, où Ito remporte la victoire avec un demi-tour d'avance sur le second. Les exploits de Ito sur Yamaha surprennent tout le monde. Personne n'avait entendu parler de ce constructeur ni de ce pilote qui devient un héros pour Yamaha. Cet événement donne une énorme impulsion pour commencer à conquérir le marché américain. Yamaha est maintenant considéré comme un constructeur parmi les meilleurs. C'est comme quand on vous fait une transfusion. Dans les 2 jours qui suivent, vous n'avez plus une goutte de sang qu'on vous a injecté. Yamaha aurait peut-être imité Adler ou DKW ou peu importe, mais en gros, c'est fini. L'ADN à Yamaha est là et a déjà effacé, si j'ose dire, la transfusion. Je suis un enfant de la campagne auvergnate. Quand j'avais 14 ans, on était en 69. La liberté qu'apportaient les engins mécaniques, elle consistait pour moi aussi à vaincre ma timidité, ma peur, parce que j'étais quelqu'un de peureux. Donc j'essayais de prendre des virages le plus vite possible.
Christian Saron est le dernier pilote moto de l'histoire à avoir été titré champion du monde en 250 sur une moto privée. En Grand Prix moto, la catégorie reine du sport moto de vitesse, les équipes officielles surpassent toujours les écuries privées, financièrement et techniquement. Ce qui rend pratiquement impossible la prouesse qu'a réalisé le pilote français en 1984. Donc en fait, les privés ont des chances. Les privés ont des chances si les motos d'usine ont des problèmes. Mais c'est pas évident que les motos d'usine aient des problèmes. Donc les privés n'ont pas beaucoup de chance en fin de compte. Je suis très heureux pour Christian et aussi très heureux pour Jean-Claude Olivier parce qu'il a fait un travail fantastique pour le sport motocycliste et c'est très très bien. Cette victoire au championnat du monde, je la dédie à toute l'équipe sonoto-gauloise et aussi à mon ami disparu Patrick Ponce. J'arrive à la retenir, la joie est trop forte. Cet exploit est dû à deux choses, son talent de pilotage et ses motos de course, des Yamaha TZ. Alors, la TZ, c'était vraiment une machine fabuleuse parce qu'on pouvait, pour une somme relativement abordable, participer au Grand Prix. Il y a énormément de TZ qui ont pu gagner des Grands Prix dans ces années-là. Je crois qu'une TZ de 250 neuve, ça valait 4 000 € ou quelque chose comme ça à l'époque. Donc c'était une somme importante bien sûr pour l'époque, mais c'était pas une somme ahurissante et beaucoup de gens pouvaient s'acheter des TZ. Et avec une TZ, en la préparant un peu, en la peaufinant un peu, être dans le coup, même en Grand Prix. Ces machines performantes et accessibles sont le résultat d'une stratégie. Pour exister en compétition, il fallait faire sa place. Et quand Yamaha Motor est créé, il y avait beaucoup de concurrence. À l'époque où Yamaha est né, il y avait plus de 200 marques au Japon. Progressivement, il n'en est resté que 4. Et progressivement, il en est resté 2, c'est-à-dire Honda et Yamaha. Cette guerre entre les deux constructeurs japonais est née le premier jour de l'existence de Yamaha. Honda, fondé quelques années avant Yamaha, avait déjà la réputation d'être le premier constructeur mondial en volume, puisqu'il répandait des dizaines de milliers de petits deux roues motorisés dans le monde. C'était une grosse industrie puissante, avec des mécaniques éprouvées, fiables. Honda est premier constructeur mondial, quoi qu'il advienne. Mais maintenant, en termes d'image, quand vous êtes le premier constructeur mondial, en vendant des 100 cm3 sans intérêt au Brésil ou en Indonésie, vous ne créez pas une image de constructeur respectable. Donc qu'est-ce qui va créer l'image? C'est la compétition. Est-ce qu'on est capable de vendre sur les marchés les plus pointus, les plus riches, les plus performants, donc marché américain et marché européen. Pour dominer en compétition, Honda adopte une double stratégie. D'abord, enrôler les meilleurs pilotes, comme Michael Wood, multiple champion du monde. Ensuite, développer des technologies de pointe, et notamment des moteurs 4 temps complexes à mettre au point. Je pense qu'Honda avait une démarche beaucoup plus élitiste dans la compétition. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était gagner, le reste, ma cache. Donc, ils faisaient des 6 cylindres, 4 temps, à 17 000 tours, où il fallait 6 mécaniciens pour ajuster tout ça. Donc, c'était inexploitable pour un pilote privé. Ils mettaient beaucoup de technologie dans la moto qui devait gagner, et cette technologie n'était pas transposable, n'était pas exploitable. Les motos de course de Honda étaient très sophistiquées. Une des plus fameuses de l'époque est la RC 166, une 250 cm3, 4 temps, avec un impressionnant moteur 6 cylindres en ligne, capable de prendre plus de 17 000 tours par minute dans un hurlement mécanique unique. De l'horlogerie complexe et précise, typique de la philosophie de Soichiro Honda, l'ingénieur fondateur de la marque. Soichiro est accroché au 4 temps parce qu'il estime qu'on a une meilleure combustion dans un moteur 4 temps. Mais ces machines 4 temps sont des prototypes chers et destinés à une poignée d'élus. Yamaha va faire tout l'inverse de la stratégie Honda. Mettre à disposition du plus grand nombre des motos simples mais compétitives, équipées de moteurs de temps. Dès 64, ils commencent à faire ce qu'on appelle des compétitions clients, qui sont des motos
qui était produite en petite série, mais quand même à 200-300 exemplaires par an, et qui était envoyée à travers le monde pour permettre à des pilotes amateurs, ou pas, privés, d'aller s'engager en compétition. La Yamaha TD 1B est la première moto du genre commercialisée par Yamaha à l'international. Dotée d'une partie cycle au cadre tubulaire en acier et d'un moteur bicylindre 2 temps, c'est une machine efficace à la mécanique bien plus simple que les 4 temps Honda. Tu prends une TZ 250 ou 350, tu déculasses, tu ouvres, tu changes ton piston, tu refermes, et puis basta. C'était super simple. C'était un mécano très simple. Donc, pour un pilote amateur ou privé, c'était des motos performantes, peu coûteuses d'entretien et faciles. À l'époque, tu pouvais rêver d'être pilote de Grand Prix. Tu étais dans ton pieu le soir, tu te dis « je veux être pilote de Grand Prix », ben, tu vas chez le concessionnaire, tu commandes ta TZ, tu viens, et puis si t'es bon, eh ben tu y es. C'était pas plus compliqué que ça. Donc cette démarche de la compé client s'est intensifiée jusque dans ces années 70, où quasiment dans les plateaux de championnat du monde, hormis en 50 cm3, mais en 125, 250, 350, il y avait du YAM, il fallait chercher les autres, quoi. C'est comme ça que les légendaires TZ ont envahi les grands prix et rendu accessible à tous l'élite de la vitesse mondiale. La machine évoluera jusqu'à dépasser les 700 cm3 et devenir la première moto à franchir les 300 km/h. Les plus grands pilotes de l'histoire motocycliste ont été titrés sur ces machines. Parmi eux, Phil Reed, qui rapporte sa première couronne mondiale à Yamaha en 1964. Patrick Ponce, le premier Français champion du monde dans un sport mécanique. Mais aussi le légendaire Giacomo Agostini, pilote moto le plus titré de tous les temps, dont le dernier sera obtenu sur une Yamaha YZR 500, la version usine de la TZ. Les héros d'hier inspirent ceux de demain. Ils donnent l'espoir à de jeunes rêveurs, comme Christian Saron, jusqu'à devenir eux-mêmes de grands champions. Les trophées, j'en ai pas à la maison, c'est chez ma maman. Mon père est décédé maintenant depuis quelques années. Et alors ils ont gardé évidemment la plupart des trophées que je ramenais à la maison, parce que beaucoup de mes trophées, je les ai aussi offerts à des fans, à des sponsors, à des gens qui étaient autour de moi, mes mécaniciens, comme mon équipement d'ailleurs. À la fin de ma carrière, Yamaha France m'a fait un beau trophée. J'ai un vrai casque de samouraï qui représente beaucoup dans la culture japonaise. C'est pas un trophée tout à fait standard, mais j'ai eu ce plaisir et cet honneur. Cette ultime récompense trône dans la chambre d'enfance qui réunit les trophées de Christian Saron, mais aussi ceux de son frère Dominique, pilote de Grand Prix et d'endurance chez le grand concurrent Honda, mais qui a lui aussi terminé sa carrière chez Yamaha. Ses dernières saisons en Grand Prix, Christian Saron les disputera au guidon d'une Yamaha 500 dans une équipe privée et prouvera aux yeux du monde, grâce à des résultats impressionnants, qu'un privé peut rivaliser avec les usines. Christian Saron, c'est un surdoué. En pilotage pur, c'était vraiment un surdoué. Les Américains, qui à l'époque étaient vraiment dominateurs en 500, ils en restaient sur leurs fesses, quoi, parce que ce type avait un style extrêmement pur, très beau à voir passer. Ça a permis aux autres d'y croire derrière, quoi. De se dire « Ah bah tiens, peut-être que c'est possible alors finalement. » Voilà. En seulement 10 ans d'existence, Yamaha aura donc réussi l'exploit de remporter 2 titres de champion du monde, de s'étendre sur de nombreux pays et de bâtir une solide réputation internationale.
C'est avec cette carte en main que le constructeur va prendre un des virages les plus importants de son histoire. Le prochain chapitre se joue loin des circuits de vitesse. Dans les années 70, Yamaha produit une machine qui va littéralement changer l'industrie motocycliste mondiale jusqu'à nos jours. La légendaire XT500. Une moto révolutionnaire dont les origines sont surprenantes. Une des plus grandes inventions de Yamaha, c'est le trail. Ça a commencé avec les 125 AT1 et DT, qui étaient au départ une requête américaine. Aux USA, une pratique très populaire dans les années 60 est le tout-terrain. Pour un motard américain à cette époque, une bonne moto, c'est une moto capable de rouler sur la route et de la quitter à n'importe quel moment pour traverser les déserts sur des pistes en terre. Une drôle de demande, inspirée par les motos européennes, souvent anglaises, légères et maniables, qui avaient envahi le continent américain après la Seconde Guerre mondiale. Des motos qui n'avaient jamais été envisagées par Yamaha. C'est là que le projet de l'AT1 voit le jour. Dérivée d'une moto de cross, donc 100% tout-terrain, l'AT1 est une moto de route aux capacités tout-terrain acceptables. Elle est, comme toutes les Yamaha de cette époque, équipée d'un moteur de temps. La musique Yamaha, c'est aussi une forme de poésie. Quand Yamaha développe le marché du trail à la fin des années 60, je dirais presque qu'il faut une forme d'esprit poétique pour avoir l'idée de donner les moyens de l'évasion à des gens qui ont envie d'aller rouler en tout terrain. Pour moi, il n'y a pas de poésie dans l'esprit Honda et dans l'histoire de Honda. D'un côté, comment dirais-je, le pragmatisme matérialiste, et de l'autre, il y a une musique Yamaha plus poétique que le bourdonnement Honda. Parce qu'elle colle parfaitement à la demande du marché américain, la DT1 sera un vrai carton commercial sur le nouveau continent. Mais en Europe, le démarrage est plus compliqué. Ces petites motos monocylindres rappellent justement aux Européens leurs motos d'avant-guerre. Pour faire connaître la machine en France, l'importateur Jean-Claude Olivier va tout faire pour changer cette image. Et donc, il a ce photographe de match qui lui dit « Écoute, il faut que je fasse une séance photo avec Brigitte Bardot. » Et Bébé, à l'époque, c'était un monument. Hein. Donc, on descend à la Madrague. Et les premières photos se font sur un Solex 3800. Et ils arrivent à lui dire « Et pourquoi tu ferais pas ça sur la petite moto là ?» Bon, ouais, tiens, pourquoi pas. Ah, tu vois, c'est facile, c'est marrant. Et elle se marre. Et là, clac, 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 photo dans la boîte et tout. Et match les passe. Et ça a été une publicité absolument extraordinaire. Yamaha France en vendait 10 000 unités par an juste sur notre marché national. Mais très vite après ce succès, le marché américain va demander quelque chose de plus gros. En 75-76, les États-Unis réclamaient impérativement d'avoir un gros trail 4 temps parce qu'ils avaient plus leur BSA avec lesquels ils faisaient du motocross, de la piste, etc. Et ils réclamaient un gros 4 temps. Yamaha a ouvert le créneau des 2 temps légers, faciles à utiliser en tout terrain. Mais le défi suivant est de taille. Produire une monocylindre 4 temps de 500 cm3. Oshiro Nakamura, l'ingénieur en charge du projet, a connu beaucoup de difficultés. L'ingénieur Nakamura-san me racontait le développement de cette moto, me disait que ça a été un calvaire. On n'arrivait pas, ça cassait, il y avait tout le haut moteur qui montait avec le piston. C'était dramatique. Si Yamaha n'avait jamais produit une moto 4 temps à forte cylindrée unitaire, une autre division du groupe l'a fait, en voiture. Dans les années 60, Yamaha a non seulement conçu des automobiles, très inspirées des productions anglaises comme cette YX30 de 1961, mais a surtout développé des moteurs pour des constructeurs, notamment Toyota et sa 2000 GT. Ce savoir-faire de motoriste a connu son apogée dans les années 90, quand Yamaha a développé un moteur de Formule 1 pour équiper les châssis de différentes écuries. Si ces grandes ambitions ont aujourd'hui disparu, elles ont su servir les intérêts de la moto indirectement, mais sûrement.
On a fini par développer un moteur et la XT500 est sortie, XT et TT500 pour les États-Unis, sont sortis en 1976. Le premier gros trail de l'histoire sera donc signé Yamaha. Destinée d'abord au marché américain, cette machine ouvre la voie à une nouvelle sorte de machine polyvalente. Et la concurrence ne se fait pas attendre. Dès qu'on touche au 4 temps, Honda peut répliquer très vite. Donc la XT a à peine le temps de créer son image, Honda sort la XR. Mais le hasard va bien faire les choses pour Yamaha. Une nouvelle course est en création, le Paris-Dakar. Un rallye-raid exceptionnel qui part de France pour rejoindre le Sénégal. La vogue du Paris-Dakar est née en France. Et avant que cette vogue du Paris-Dakar existe, elle existait déjà dans la tête des motards français. Depuis 1979, le Paris-Dakar, c'était le rêve, l'évasion. Le Dakar, au départ, c'est quand même une invention purement française qui ne concernait au départ que les pilotes français. Les premiers intéressés n'ont pu être que des importateurs. Or, il se trouve que Jean-Claude Olivier était toujours à la pointe de toutes les nouvelles idées, les nouvelles formules de course. Il a été un des tout premiers à soutenir une équipe dans le Dakar. Jean-Claude Olivier, à la tête de l'importation de Yamaha en France, au travers de son entreprise Sonoto, est un vrai compétiteur et pilote émérite. Il engage des Yamaha dans toutes les compétitions imaginables, et notamment les rallye-raids en pleine explosion dans les années 70. Lui-même participe à toutes les courses du genre, jusqu'à la première édition du plus grand des rallye-raids, le Paris-Dakar de 1979. Jean-Claude Olivier, on est obligé de prendre des risques. Bon, étant donné la configuration du terrain, je pense qu'on prend toujours des risques. On a eu également une tempête de sable, donc le risque est double. Enfin, j'avais tout de même une petite réserve. Dès cette première édition, Honda, le concurrent historique, mettra déjà des moyens démesurés pour tenter de bloquer la victoire de Yamaha. Les motos sont encore en très bon état, d'autant plus que des assistances très puissantes ont été mises sur pied pour aider les concurrents. Honda n'a par exemple pas hésité à louer un avion pour transporter son matériel d'étape en étape, et cela permet aux novices du désert de garder confiance. Mais ces tentatives seront vaines. Yamaha va écraser tout le monde. Les motards seront sans doute heureux d'apprendre que les deux roues prennent la tête de l'épreuve avec la Yamaha 500 de Schall qui devance la Renault 30 de George Well. En 1979, au premier Paris-Dakar, Gilles Comte termine en tête, mais derrière, il y a 10 XT. Ces victoires donnent... C'est là les origines des trails. La catégorie de moto la plus en vogue et universellement représentée chez tous les constructeurs aujourd'hui. Une demande américaine, un constructeur japonais qui tente d'y répondre et un importateur français qui se lance dans une course ambitieuse. La mode du gros trail est née en France, ça va continuer et empirer. Nous allons sortir la Ténéré en 83, et puis la Super Ténéré en 88, et maintenant la Ténéré 700. L'aventure continue. À la fin des années 70, la direction de Yamaha veut détrôner Honda de sa première place de constructeur mondial. Isao Koike, le président, annonce que Yamaha ne mettra pas plus d'1 an à dépasser son rival. En 1979, sur le marché américain, Honda n'avait plus qu'1% de part de marché d'avance sur Yamaha. Et du coup, réagit dès l'année suivante en proposant plus d'une trentaine de nouveautés. Yamaha réplique en sortant 20 nouveaux modèles. À l'époque, l'avalanche de nouveautés, c'était vraiment une guerre Yamaha contre Honda. Yamaha voulait être aussi important que Honda sans avoir le même support financier. Et c'était vraiment une guerre des deux marques et Honda a failli y laisser sa peau. Et à ce moment-là, ils ont pris des risques énormes en lançant des modèles sans savoir si ça allait réussir ou pas. Entre 80 et
83, c'est la complète panique parce qu'à l'époque, là, il y a une augmentation drastique des taxes aux États-Unis. Donc le marché américain se casse complètement la figure et les ventes déclinent terriblement. Il n'y a plus de marché américain. Pour Honda, c'est pas très grave, ils continuent à vendre des voitures. Pour Yamaha, dont les 2/3 des revenus proviennent de la moto, c'est dramatique. Yamaha ne peut plus suivre. C'est dans ce contexte que Hideto Eguchi devient le 3e président de Yamaha Motor en 1983, remplaçant Isao Koike. Eguchi réorganise les activités et plutôt que de lancer des modèles pour concurrencer Honda, il va lancer des modèles spécifiquement développés pour les marchés concernés. Les Américains pour les Américains, les Européens pour les Européens. Pour ça, ils ont créé des product planning dans les différents marchés mondiaux. Ça, c'est une structure qu'on ne trouve chez aucune autre marque japonaise et qui a fait, en toute humilité, qui a fait tout le succès d'Yamaha à l'époque. Ils se sont penchés sur les besoins spécifiques de chaque pays européen, réunissant des gens de différents horizons. Pour l'Europe, les décideurs japonais ont choisi un trio composé d'un journaliste essayeur moto français, François-Marie Dumas, d'un ingénieur anglais, Robert Trigg, et Hans Fischer, un journaliste essayeur moto allemand. Accompagné d'un staff japonais, ce groupe était chargé de faire le tour d'Europe pour comprendre les besoins spécifiques de ce marché. On a fait un tour des grandes capitales européennes avec en même temps tout le product planning, un designer et un ingénieur. Et c'était pour dessiner un engin urbain. Donc, dans toutes les capitales européennes, on arrivait dans la capitale, on prenait un taxi, on demandait au taxi où est-ce que ça roule mal en ville, où il y a un trafic qui bloque tout complètement. Ah ben c'est là, la grande avenue, là, le soir c'est impossible. Eh ben, est-ce que vous pouvez nous y emmener? Donc on y allait, et puis on s'asseyait, on attendait, on regardait comment les gens roulent, s'ils se faufilent. Et puis, tous les soirs, en allant dans la capitale d'après, le designer designait et on brainstormait ensemble dans l'avion. Et on est arrivé finalement à Amsterdam après notre tour d'Europe. Le produit était dessiné. Je me rappelle d'une fois où le designer nous dit « on s'arrête » et il regarde le trottoir et il mesure la hauteur du trottoir. Parce que, il est évident que si on dessine un scooter, il faut faire un scooter qui puisse monter sur le trottoir dans le pays dans lequel on le vend. Il faut dire qu'à l'époque, tous ces ingénieurs et designers, c'était la première fois qu'ils allaient en Europe. Ils découvraient complètement. Ce product planning européen avait son pendant aux USA, mais aussi en Asie. Une interdiction formelle de communiquer était donnée afin que les idées ne se mélangent pas et ne se polluent pas. La politique d'époque de Yamaha avait cette énorme force de fabriquer des produits très purs, très orientés vers les besoins d'un marché spécifique. Le revers de la médaille, c'est que, étant donné que les différents product planning avaient l'interdiction de communiquer entre eux, un produit qui était fabriqué pour les États-Unis était très peu adapté à un autre marché. En revanche, il avait énormément de caractère. La 1200 VMAX est présentée en octobre 1984 à Las Vegas. Et même pour des Américains habitués à voir des monstres de puissance, cette moto c'est un choc. 145 chevaux, elle promet d'abattre le 400 mètres départ arrêté en moins de 11 secondes. Bon, c'est aussi une moto très lourde, pas maniable du tout étant donné sa capacité d'accélération. Elle est totalement en décalage avec les besoins européens. Et d'ailleurs, au départ, les Japonais veulent uniquement la vendre aux États-Unis. Ça, c'était sans compter sur Jean-Claude Olivier, l'importateur français pour Yamaha. Alors lui, il tombe sous le charme de cette moto au premier regard. Et il arrive à convaincre les Japonais de lui vendre 10 machines pour la France, uniquement 10. L'idée qu'il a derrière la tête, c'est de faire rouler ces 10 motos sur un lieu très fréquenté par les stars, près de Saint-Tropez en été. Et ce coup de com' est une réussite. Les commandes affluent et du coup, la direction japonaise accepte de vendre la VMAX en Europe. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, le deuxième marché le plus important dans l'histoire de la VMAX après les États-Unis, ce sera la France. Pour l'Europe, les visions étaient différentes. La vague des trails après XT est à mettre au crédit du trio européen.
et plus particulièrement du français de la bande. En fait, la Ténéré, l'idée, c'est moi. Et le nom aussi. On a proposé de faire la Ténéré, ce qui n'était pas tout à fait facile, parce que va expliquer à des Japonais qui sont en général plus petits que nous qu'on va faire une selle très haute à près de 900 mm du sol et un réservoir de 30 litres pour rehausser le centre de gravité et que les gens vont adorer pour rouler en ville. Nous, c'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on savait, mais c'était dur à convaincre. Mais bon, on les a convaincus, les gens ont adoré pour rouler en ville, mais le point fort de cette moto, c'est qu'elle pouvait aussi aller à Dakar. D'autres modèles marquants sont la conséquence directe de cette stratégie ciblée de Yamaha, comme la FJ 1100, une routière rapide typique des usages européens. Le fameux scooter B-Wiz et encore T-Max, un scooter sportif que seuls des Européens amateurs de vitesse et de praticité pouvaient imaginer. À chaque fois que nous allions au Japon, il y avait des réunions toute la journée, mais le soir, on allait dans les bars d'Hamamatsu avec le directeur technique, avec le Ishiyama, le directeur du design, et on discutait autour de leurs bouteilles à eux signées, et on discutait, et c'est là que toutes les décisions se prenaient finalement. C'est comme les Français prennent leurs décisions à table et les Japonais le soir dans les bars. Grâce au product planning, Yamaha ne suivait plus les traces de Honda, mais créait son propre chemin pour se forger une identité forte et des machines emblématiques entre 1980 et 2000. Mais si la guerre des marchés contre Honda faisait rage, celle qui opposait ces deux géants japonais en Grand Prix n'avait jamais cessé. Elle connaissait même sa période la plus extraordinaire, au début des années 2000. De 1983 à 1993, la guerre Honda-Yamaha en Grand Prix est sans pitié et ne laisse la place à aucun autre prétendant. Plus aucun titre ne va leur échapper pendant 10 ans. Freddie Spencer, un jeune pilote américain, remporte le championnat du monde 500 en 1983 sur une nouvelle Honda, apportant au constructeur son premier titre de l'histoire en catégorie reine. Eddie Lawson, un autre américain qui roule pour Yamaha, reprend la couronne l'année suivante. Il en sera ainsi tout au long de la décennie 80 entre Spencer, Lawson et Garner. Spencer, aujourd'hui une légende vivante de ce sport mécanique, se souvient de ses rivaux et de leur Yamaha puissante. C'était une excellente moto avec beaucoup de puissance. Le 3 cylindres Honda a été développé pour être très léger et compact avec ses 3 cylindres. Les deux constructeurs contrastaient en style et en performance. Et je crois que ça participait beaucoup à ces courses très disputées. Évidemment, Kenny Roberts disait que mon 3 cylindres était bon et faisait une meilleure moto que la sienne. Et moi, je disais l'inverse, que son V4 était meilleur. Yamaha et Honda ne laissent ainsi plus aucune chance en catégorie 250 et 500 aux autres marques et dépensent sans compter pour gagner les titres. Jusqu'à ce que Honda mette la main sur un pilote un peu spécial. Valentino Rossi. Un pilote italien champion du monde en 125 et 250, pressenti comme un futur grand nom de la discipline. En 2000, à l'âge de 21 ans, il signe un contrat pour piloter la 500 Honda. Dès sa première saison en catégorie reine, le jeune prodige termine 2e du championnat et en 2001, il devient champion du monde en Grand Prix 500 sur Honda. Les années passent et Honda continue d'empiler les titres avec Rossi aux commandes. Et puis, quelque chose se casse. Le pilote italien, persuadé d'être la principale source de succès pour Honda, pense être capable de gagner même sur une machine concurrente. Une façon de voir les choses qui est loin de plaire au premier constructeur mondial. Il y avait une erreur de casting, que l'un n'allait pas avec l'autre et réciproquement. Ce qui ne les a pas empêchés de gagner ensemble, hein, je veux dire, quand même. Il a été champion du monde 500, champion du monde MotoGP, avec Honda.
Bon. Donc, c'était le meilleur de son époque. La moto était sans doute pas la plus mauvaise non plus. Ça marchait. Pourtant, Rossi décide de quitter Honda pour son grand rival Yamaha, qui n'avait plus gagné un titre en catégorie reine depuis 12 ans. Le monde entier a les yeux rivés sur ce transfert, considéré comme un des plus grands coups de poker de l'histoire de ce sport. Le pilote italien découvre sa machine durant l'hiver 2003. Jusque-là, la M1 de Yamaha était moins rapide que la Honda. L'enjeu est de taille et les chances de victoire sont très faibles. Rossi prend son premier départ sur cette Yamaha lors du Grand Prix d'Afrique du Sud. En piste, la bataille est rude et durant toute la course, Max Biaggi sur Honda et Rossi se livrent une guerre impitoyable. Mais à la fin, Valentino Rossi offre à Yamaha sa première victoire en MotoGP et à la fin de la saison, le titre de champion du monde. C'est comme ça que Yamaha a renoué avec la victoire. En tout, Valentino Rossi cumulera 4 titres de champion du monde avec Yamaha. Cette ère de compétition verra le constructeur remporter un total de 8 titres depuis 2004, soit une égalité parfaite avec Honda. Parmi les pilotes qui ont contribué à ce succès, l'Espagnol Jorge Lorenzo avec 3 titres. Et le dernier en date, le Français Fabio Quartararo, qui gagnera son premier titre MotoGP avec une Yamaha en 2021. L'année même où Valentino Rossi prendra sa retraite. Je crois, et d'ailleurs tout le monde le sait et croit en ça, j'ai moi-même pu en faire l'expérience. C'est une compagnie qui prend soin des pilotes. Ils les soutiennent vraiment. Tout ça, c'est la continuité de leur philosophie, celle de fabriquer des motos pour tous, rendre accessibles ces machines et les pièces à une grande majorité de pilotes. Et donc, toute leur philosophie, c'est ça. Prendre réellement soin des pilotes. Ces résultats en compétition et la popularité acquise grâce à des pilotes à forte personnalité ont permis aux constructeurs de se développer de façon spectaculaire ces 25 dernières années. Notamment grâce à des modèles emblématiques comme la R1, une hypersportive apparue en 1998 et qui a révolutionné la catégorie grâce à des performances hors normes. En découle toute une suite de machines sensationnelles qui permettent à Yamaha de dépasser Honda sur plusieurs marchés, dont le dynamique européen. Allant même jusqu'à développer des technologies audacieuses qui augmentent radicalement la sécurité du pilote. L'avenir, d'après le constructeur, mêlera la robotisation et l'intelligence artificielle au contrôle humain, sans sacrifier les sensations de pilotage. L'essence même du kendo, l'émotion, doit perdurer.